Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous cherchez un téléobjectif pour monture Sony, vous avez maintenant trois options. On a celle du constructeur, le Sony 200-600 f5.6 6.3 GOSS. Vous avez maintenant celle de Tamron, le Tamron 150-500 f5 6.7 DI3 VC VXD. Et vous avez celle de Sigma, on a le Sigma 150-600 f5 6.3 DGDN Sport. Alors, on pourrait décider d'inclure en plus de ces trois-là, tous les 100-400 qui sont plus compacts et plus légers. Mais franchement, ça fait beaucoup d'objectifs à comparer. J'ai décidé ici de me concentrer sur les vrais téléobjectifs animaliers. Je pense que quand on fait de l'animalier, 400 mm, c'est souvent insuffisant, malheureusement. Et finalement, même si ça semble proche, un 100-400, c'est surtout un objectif de randonnée très polyvalent. Et un 150-600 ou un 200-600, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser pour faire vraiment de l'animal et qu'on ne va pas vraiment randonner avec, quoi. Quand on compare les fiches techniques, je trouve qu'il y a une hiérarchie assez claire qui se dessine. On a la solution avec le moins de compromis, c'est clairement celle de Sony. Déjà, c'est celle qui a le plus de lamelles de diaphragme. Et avoir plus de lamelles de diaphragme que la concurrence, c'est la garantie d'avoir un bokeh plus doux. C'est aussi la seule à vous proposer un zoom interne. Et un zoom interne, ça a des avantages. C'est un atout, par exemple, en vidéo. Si vous décidez de stabiliser ou si vous décidez de zoomer en vidéo, clairement, vous allez faire beaucoup moins trembler. C'est aussi un atout en photo. L'autre jour, j'étais sur une rotule pendulaire. Clairement, que vous n'avez pas le zooming qui modifie finalement l'équilibre. Donc voilà, un zoom interne, ça a un avantage. Ça va vous assurer aussi une meilleure résistance, c'est aussi bien à la poussière qu'à l'humidité. Il n'y a vraiment rien qui peut rentrer là. Et c'est aussi le seul qui est compatible avec les téléconvertisseurs. En plus de ces avantages-là, c'est à mon sens aussi la solution qui a le plus de résolution et la seule probablement capable de suivre les 61 millions de pixels d'un A7R4. En plus de ces avantages-là, Sony se garde quelque part l'exclusivité de vous proposer une rafale à 30 images par seconde avec ce 200-600. Donc, clairement, vous n'avez aucun compromis avec ce 200-600, mais quand vous n'avez aucun compromis, il faut aussi en accepter le prix. Le prix, c'est que c'est de loin le plus cher de ce comparatif, 2099 €, et son encombrement fait qu'il rentre dans aucun sac. C'est vraiment un enfer à transporter. Et il a un point négatif quand même, c'est sa distance de mise au point, 2,4 mètres. C'est parfois handicapant. L'autre jour, j'étais trop près d'un oiseau, j'ai dû me reculer. Donc voilà, la distance de mise au point ici est handicapante. Bref, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Et les constructeurs tiers, je pense, avaient un boulevard pour proposer des solutions alternatives. On a d'abord Tamron qui a dégainé le premier avec un excellent 150-500 que je vous ai testé. C'est le plus léger et c'est le moins encombrant du comparatif. C'est aussi celui qui a le moins de lamelles et donc forcément un bokeh un peu plus agressif que les autres. Et clairement, le plus gros compromis qu'il faut accepter, c'est de se limiter à 500 mm au lieu de 600 mm. Tamron vous échange finalement les 100 mm perdus contre un encombrement qui est plutôt digne normalement d'un 100-400. L'objectif est aussi un peu moins lumineux, on a du 6.7 alors que les autres objectifs ont une ouverture en 6.3. Sigma de son côté a voulu proposer une solution avec moins de compromis. On a un vrai 150-600, on a d'une ouverture à 6.3 et pas du 6.7. On a le à la focale 150 mm que n'a pas le Sony qui commence à 200 mm. Pour moi, c'est un vrai avantage parce que ça va vous permettre d'être plus polyvalent. On a une qualité de construction qui est exemplaire, qui est un peu supérieure à celle du Tamron. On a notamment le bouton configurable sur l'objectif qui est bien pratique et que n'a pas le Tamron. Donc voilà, on a des véritables différences entre ces différents objectifs. Mais voilà, la question qui se pose, c'est en photo, est-ce que vraiment on voit la différence? Et j'ai eu l'occasion de faire plein de photos, les mêmes photos, avec les trois objectifs. On va d'abord parler des mires pour se situer un peu le bokeh. Donc à 150 mm, le Sony n'est pas présent. On a forcément soit le Sigma, soit le Tamron. Franchement, vous verrez absolument aucune différence. Pour moi, c'est exactement les mêmes. On a un piqué qui est sublime à 150 mm sur les deux objectifs. Pour moi, j'ai du mal à les distinguer. C'est la même chose, je trouve, à 300 mm. On a un piqué qui est sublime sur les trois objectifs. Légèrement un chouïa meilleur peut-être sur le Sony, mais franchement, ça va changer vraiment qu'à si vous êtes à 61 millions de pixels. Sinon, sachant que ici, c'est des mires qui sont faites à ISO 100 et que la majorité des photos que vous allez faire avec ces objectifs-là sont au moins à ISO 800, toute différence finalement de piqué va être quelque part perdue par la montée en ISO.
pour moi, vous n'allez pas avoir de véritable différence entre une photo prise avec aucun de ces trois objectifs, du moins à 150 ou à 300 mm. Lorsqu'on arrive à 600 mm, là aussi, pas facile de comparer. On n'a que 500 mm sur le Tamron 6.7, alors qu'on a 600 mm 6.3 sur le Sigma. Donc quelque part, il faut cropper d'environ 20% sur le Tamron, donc vous perdez 20% des pixels pour avoir le même cadrage que vous avez à 600 mm. Et là aussi, franchement, c'est pareil, que vous soyez sur le Sigma ou sur le Tamron. Pourquoi? Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence de piqué. La seule différence de piqué, c'est sur le Sony qui est réellement capable ici de remplir 61 millions de pixels, alors où je trouve que le Tamron et le Sigma s'arrêtent à peu près à 40 millions de pixels en termes de définition qu'ils sont capables de remplir. Donc voilà, en termes de piqué, très peu de différence. La différence, elle se fait sur 600 mm, sur du capteur très haute résolution. L'autre chose qu'on s'aperçoit quand on essaye de faire la même photo avec les trois objectifs, c'est principalement une différence de bokeh. Et malheureusement pour Tamron, c'est une différence de bokeh qui est plutôt défavorable à Tamron. Typiquement, regardez ici, ça c'est le bokeh du Sigma en haut, ça c'est le bokeh du Sony, et ça c'est le bokeh du Tamron. Et en fait, finalement, c'est le seul qui, de par le fait d'avoir 500 mm au lieu de 600 mm et 6.7 au lieu de 6.3, quand on cumule les deux, ben voilà, c'est vrai qu'on voit bien la différence sur le bokeh. On a un arrière-plan qui se détache un peu moins du sujet et c'est finalement la différence la plus notable entre les photos. Alors ça, c'était sur un taureau qui était allé à une dizaine de mètres. Parfois, les différences de piqué ne sont pas les mêmes quand votre sujet est très lointain. Donc ici, c'était un arbre qui, pour le coup, était très lointain, que j'ai fait avec les trois objectifs. Voilà, franchement, aucune différence. On a un superbe piqué sur les trois objectifs. Et quand le sujet est lointain, qu'on n'a pas de séparation, on n'a pas de bokeh à créer, pour moi, je ne vois pas de véritable différence entre ces objectifs. La différence, je vais insister dessus parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de ces photos-là. C'est principalement le bokeh. On arrive à chaque fois à reconnaître le Tamron parce que il va avoir un bokeh un peu moins prononcé que les autres. Et à l'inverse, si je dois classer le bokeh, c'est vraiment le Sony qui a le bokeh le plus diffus. Ici, je ne sais pas si ça se voit bien sur ces barrières, le Sony est ici en bas. Clairement, on a les barrières du Sony qui sont le bokeh le plus diffus, le plus crémeux, le bokeh du Sigma en deuxième et le bokeh du Tamron en troisième. Et malheureusement, ça va continuer un peu comme ça. C'est-à-dire que ici, si je vous montre ces photos de héron, ça va être difficile de dire lequel a le plus de piqué. En termes de piqué, pour moi, c'est à peu près la même chose. Et finalement, les différences, elles vont se faire uniquement sur votre séparation des plans. Regardez le bokeh du Sony ici, hein, à droite. Voilà, c'est vraiment le bokeh le plus doux, c'est le bokeh le plus magnifique. On a toujours le Sigma en deuxième et on a le Tamron en troisième avec une belle différence entre le Sigma qui est ici et le Tamron qui est ici. On le voit bien hein, au niveau du bokeh ici. Pour les deux objectifs, on est à 500 mm, 600 mm quand il peut et à la pleine ouverture. Et on voit bien la hiérarchie des bokehs qui s'établit. Autre exemple ici sur un oiseau, et évidemment ici c'est difficile parce que les herbes elles sont genre à 2 mètres de l'oiseau. Et quand vous essayez de comparer le piqué, franchement ça ne fait pas grande différence. Ici le Tamron est en haut à gauche, donc en rouge. Et vous voyez, c'est le seul dont les herbes derrière n'arrivent pas à être complètement défocus et à créer une vraie séparation des plans. Mais je le répète, lorsque votre sujet est au loin et que vous avez juste du ciel, pas de bokeh à créer, vous avez trois objectifs avec un piqué absolument dingue. Regardez ici la qualité de ces trois photos. C'est vraiment difficile de les départager. Il n'y a aucun de ces trois objectifs qui est moyen. C'est que des objectifs qui est au top. Et il faut vraiment se baser sur des petites différences pour arriver à les distinguer. Et un autre exemple ici. Voilà, comme vous pouvez voir, moi je suis incapable de dire lequel des trois est le meilleur. À chaque fois, ça se joue uniquement sur une seule chose, le bokeh. Et justement, un autre exemple de bokeh. Sony en premier, Sigma en deuxième, Tamron en troisième. Vraiment, il y a une hiérarchie qui est très claire et qui est valable pour absolument toutes les photos. Allez, je vous les montre parce que j'ai mis du temps à le faire ça. À chaque fois, on attendait que l'oiseau revienne entre deux changements d'objectif. Et finalement, la conclusion est toujours la même. Ici, je suis à la plus petite focale, donc 150 mm pour les objectifs qui l'ont et 200 mm pour l'autre objectif. Moi, je suis incapable de vous dire lequel du Sigma et lequel du Tamron est le meilleur. Je pense que vous avez compris, mais écoutez, puisque je me suis appliqué à faire toutes ces photos, on va les regarder ensemble. La différence la plus notable, c'est surtout ici sur l'arrière-plan, au niveau du bokeh. Et à 300 mm, vous voyez, même quand on le regarde comme ça, on a toujours à peu près la même chose. Hein. Les trois vous donnent des photos qui sont magnifiques, absolument magnifiques.
600 mm, et c'est là où on voit le plus de différence avec le Tamron qui est ici en haut à gauche. Donc quand je vous mets l'oiseau en plein écran, hein, 3 photos absolument superbes. Et la différence se fait uniquement sur l'arrière-plan, avec toujours le Sony, le Sigma, le Tamron. Donc voilà, c'est difficile, hein, c'est vraiment difficile. C'est pas simple de départager Tamron et Sigma notamment. On va essayer quand même en récapitulant. Niveau piqué, pour moi, c'est comparable. Il n'y a pas vraiment de vrai vainqueur, si ce n'est le Sony sur capteur très haute résolution. Mais Tamron est à 500 mm 6.7, alors que Sigma est à 600 mm 6.3. Donc clairement, même s'ils arrivent à obtenir le même piqué, Sigma y arrive en étant encore plus près avec une meilleure ouverture. Donc clairement, avantage à Sigma. La différence principale, à mon goût, se fait sur le bokeh. On a un Sigma qui combine 600 mm plus 6.3, ça lui donne un avantage avec un bokeh plus profond. Malgré tout, le nombre de lamelles du Sony lui donne l'avantage qui lui permet de toujours finir premier. Mais entre Sigma et Tamron, avantage Sigma. En termes d'ergonomie, on a un Sigma qui va vous proposer plus d'options sur l'objectif, donc notamment ce bouton personnalisable, donc avantage à Sigma. Mais en termes de transportabilité, clairement, avantage à Tamron. Le Tamron, c'est finalement le seul de ce comparatif qui rentre dans n'importe quel sac, y compris mon sac Peak Design que j'utilise à longueur d'année. Ni le Sigma, ni le Sony rentrent dans mon sac. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut avoir en tête. Et de même, je préfère notamment le collier de pied du Tamron parce que je peux le porter très très facilement. Je peux mettre tous les doigts, ce qui n'est pas le cas sur le Sigma. Donc voilà, en termes de transportabilité, c'est clair que le Tamron a un avantage. En termes d'autofocus, moi j'ai été incapable de distinguer les performances du Tamron et les performances du Sigma. Pour moi, elles sont absolument comparables. En termes de défaut optique, on a un Sigma qui est un tout petit peu meilleur que le Tamron. Il a un peu moins de vignettage, il a un peu moins de flair et il a un peu moins de distorsion que le Sigma. Donc avantage aussi en termes de défaut optique à Sigma. En somme, dans le duel Tamron contre Sigma, on a quand même un avantage à Sigma. Et je m'attendais franchement à ce que le Sigma coûte environ 200 € de plus que le Tamron. Mais au moment où je fais cette vidéo, on a un Sigma qui est proposé 100 € de moins que le Tamron. Du coup, on a un objectif qui en fait plus que le Tamron et qui coûte moins cher. Et par conséquent, la hiérarchie, elle est assez évidente et pour moi, les choix sont assez clairs. Le premier choix, c'est le Sony. C'est le meilleur des trois. C'est le seul qui tient à la très haute résolution. C'est le seul qui tient une rafale de 30 images par seconde. Sony, c'est garder l'exclusivité des téléconvertisseurs. C'est une plaie à transporter. Moi, je le hais pour ça. Malgré tout, c'est quand même l'objectif à privilégier. Si vous avez un Sony A1, un Sony A9 ou un Sony A7R. Le deuxième choix, c'est le Sigma. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus transportable que le Sony 200-600. Et en plus, il a un prix canon ce Sigma, il est super bien construit, c'est un objectif qui est haut de gamme vraiment, et il est proposé que 1 399 €, donc vraiment ça lui donne un magnifique avantage. C'est probablement aujourd'hui l'objectif idéal pour l'animalier sur tous les boîtiers A7. Et pourquoi pas aussi une solution économique qui est parfaitement compatible avec le A7R, le A9 ou le A1. Moi, j'ai testé ce Sigma avec le A1 et j'ai 80% des photos qui sont réussies. Donc, c'est aussi une belle solution économique si vous voulez un objectif pour l'animalier sur un boîtier type A7R, A9, A1. Et le troisième choix, c'est le Tamron. Clairement, on est sur un objectif qui est idéal pour l'encombrement. Je le répète, c'est le seul qui rentre facilement dans mon sac. Mais voilà, il en fait un peu moins que le Sigma. Il se retrouve un peu plus cher au moment où sort cette vidéo. Voilà, à mon avis, Tamron va être obligé d'ajuster le prix pour le placer probablement 100 € ou 200 € en dessous du prix du Sigma. J'en ai aucune idée, j'ai aucune info. C'est juste moi qui dis ça parce que je pense que c'est le positionnement naturel qu'il devrait adopter. Et à ce moment-là, s'il était positionné en dessous du prix du Sigma, clairement, on aurait un vrai choix. On a d'un côté le Tamron qui est un objectif qui est plus compact, qui est beaucoup plus transportable, tout en étant ultra qualitatif, parce que là j'insiste, allez voir le test que j'ai fait de ce Tamron, il est vraiment très très qualitatif, moi je l'aime beaucoup. Donc vraiment c'est un superbe objectif, c'est juste que voilà, ça paraît normal de payer un peu moins pour en avoir un peu moins. Et aujourd'hui le positionnement tarifaire du Sigma le met un peu dans la difficulté. C'est dur la concurrence, elle est vraiment très très rude je trouve. Je souhaite terminer quand même en insistant que vous avez 3 solutions de qualité ici et qu'aucun de ces 3 objectifs ne peut être qualifié de moyen. On est sur 3 objectifs haut de gamme et en fait c'est un peu comme en football.
Vous avez le choix entre Messi, Ronaldo et Pelé, on est obligé de couper les cheveux en quatre pour trouver une hiérarchie et je pense que chacun aura ce préféré. J'espère vous avoir aidé à déterminer lequel. Dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré et pourquoi. Si vous décidez de craquer, je vous conseille toujours digiphoto.com où j'achète mon propre matériel, lien en description. Ça permet en plus de soutenir mon travail, donc un grand merci. Vous pouvez rejoindre ma communauté sur le groupe Sony Entraide sur Facebook. On parle de l'actualité, des problèmes, on s'entraide. Je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Salut!